Je pense que d'abord je voudrais féliciter le CIRD pour avoir organisé cette manifestation, ce colloque sur le panafricanisme, l'unité africaine et l'intégration régionale. Je dirais que je conçois le panafricanisme d'abord comme un mouvement idéologique, culturel même, qui a été porté par des Afro-Caribéens et puis des Afro-Américains. C'est eux qui ont commencé ce mouvement avant qu'il ne déferle sur l'Afrique et qui a servi de socle à la création de l'organisation de l'unité africaine, qui était un organisme de coopération qui avait pour objectif principal la décolonisation de l'Afrique. C'était ça l'objectif de l'OUA. Maintenant, le mouvement d'ensemble a évolué. On est allé vers l'intégration régionale. L'intégration régionale suppose toujours des abandons de souveraineté sur la politique économique, notamment la politique budgétaire et la politique monétaire. Donc cela implique qu'il faut des économies fortes d'abord et ensuite qu'il y ait une forte volonté politique de la part des dirigeants africains. Cela est fondamental pour rendre effective, par exemple, la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, qui est en vogue actuellement, et la rendre également efficiente. Donc deux conditions, des économies nationales fortes et puis une volonté politique forte de la part des dirigeants africains. Voilà. Voilà, justement, je suis un peu en retard, désolé. Vous initiez cela. Est-ce que vous pensez avec ces États aujourd'hui, avec les diverses économies et les différentes monnaies, est-ce que c'est possible que cette intégration africaine soit vraiment réelle? Oui, cela est possible. Parce que quand vous prenez l'exemple de la CEDEAO, la CEDEAO, malgré les insuffisances qu'elle a, il y a eu beaucoup d'acquis. Il y a eu la suppression des visas, par exemple, de circulation entre les pays. Il y a eu également l'établissement d'un passeport commun. Il y a également une zone de libre-échange ouest-africaine qui est fondée sur l'abaissement des droits de douane sur les produits originaires fabriqués en Afrique de l'Ouest entre les pays, dans les pays. Et il y a également le marché commun de l'électricité. Il y a des interconnexions de réseaux électriques, il y a également des interconnexions de réseaux ferroviaires et des interconnexions de réseaux routiers. Ces acquis sont des avancées. Maintenant, il y a des insuffisances qui sont liées à la mauvaise application des textes. Quand vous prenez, les visas étaient supprimés, c'est vrai, mais pour franchir les frontières, le plus souvent, il y a des taxes administratives illicites qui sont là et qui gênent la libre circulation. Il y a également le fait que le tarif extérieur commun, qui normalement doit unifier les droits de douane de tous les pays de la CEDEAO, ce texte-là, il est très mal appliqué parce que il y a des États qui imposent des droits de douane qui n'ont rien à voir avec le tarif extérieur commun. Voilà, c'est des exemples d'insuffisance que j'ai notés au niveau de la CEDEAO. Mais tout cela est facile à corriger. Il faut simplement la volonté politique et puis créer les conditions dans les pays qui aient des économies qui soient fortes et résilientes. L'ECAF à court terme va entraîner des pertes de recettes douanières. Parce que l'objectif de la ZLECAf, c'est de décloisonner les 54 marchés africains, les 54 pays. C'est d'éliminer les barrières tarifaires et les barrières non tarifaires de façon à avoir un espace unifié qui est capable de créer des économies d'échelle pour favoriser les investissements. Maintenant, à court terme, qu'est-ce qui se passe? Quand vous éliminez les droits de douane, naturellement, il y a des pertes de recettes douanières qu'il va falloir compenser d'une façon ou d'une autre, ou neutraliser. Sinon, à court terme, les pays vont rentrer dans des difficultés financières qui sont suffisamment sérieuses et qui vont mettre les États en situation de fragilité. L'Union européenne, eux, ils ont créé des fonds structurels pour pallier à cela. Il faut qu'au niveau de l'Afrique également, qu'il y ait ces fonds structurels-là, qu'on les mette en place et puis qu'on neutralise les pertes de recettes douanières, soit par un basculement de la fiscalité de porte vers la fiscalité intérieure, c'est-à-dire vers la TVA, ou bien en élargissant suffisamment l'assiette fiscale et en modernisant les régies financières. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, il faut également formaliser le secteur informel. Sinon, la ZLECAf sera inapplicable. S'il y a des pertes de recettes douanières, les États ne l'accepteront pas. Voilà. Il faut qu'il y ait un instrument financier capable de répondre à la neutralisation des pertes de recettes douanières. C'est mon opinion. Hein. Merci. Bonsoir tout le monde.
Je m'appelle Ibrahim Kamara. Je suis étudiant en sortant de l'université Kofi Annan. Donc, je faisais la BTS en banque assurance. Et par rapport à la conférence d'aujourd'hui, nous n'avons plus part parce que cette conférence nous a été très chère parce que ça concerne notre continent. Le continent qui a d'ailleurs, avec nos leaders qui ont tout fait pour que nous soyons aujourd'hui de ce que nous sommes. Donc, avec l'intervention de M. Ousmane Kaba, j'ai beaucoup compris beaucoup de choses que je ne savais pas. Et les réalités, on nous parlait des choses qui ne sont pas des réalités, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai vu ces vérités-là, alors que ce pays-là a besoin aussi de beaucoup de choses. Et l'Afrique aussi a besoin de se réveiller parce que notre continent est en retard, en plein retard. C'est un grand plaisir pour moi de prendre part aussi. C'est une fierté pour notre université. Ce n'est pas la première fois et j'espère bien que ça ne sera pas la dernière. Et ça me dit beaucoup de choses avec satisfaction et la paix du cœur que nous sommes là tout le temps. Il y a des gens qui viennent ici et j'espère bien que c'est une grande université qui fait la fierté de la Guinée. En bon africain, je ne peux que m'en réjouir que des jeunes de notre beau pays, la Guinée, reprennent le flambeau pour encore apporter beaucoup de lumière sur cette unité africaine, sur l'organisation de l'unité africaine qui est devenue Union africaine, pour parler des pionniers qui ont été éclairés et qui ont posé les premiers actes, si vous voulez, de la création de cette grande organisation panafricaine. 60 ans après, beaucoup de défis, il y a évidemment des acquis, mais beaucoup de défis sont à remonter. Et je remercie, j'ai vu un panel d'éminentes personnalités du monde politique, du monde de l'histoire, qui ont l'habitude de donner des cours magistraux dans les amphithéâtres, qui sont venus nous remettre à jour. Vraiment, j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié. Bravo le CIRN, et nous continuerons toute la semaine à suivre ces activités qui enrichissent vraiment, qui nous enrichissent davantage. Merci beaucoup de souvenirs. Beaucoup de réflexion et beaucoup d'espoir, surtout pour la jeunesse. Ce que les pères fondateurs de l'OIA ont fait, il faudrait que les jeunes puissent continuer ce que les aînés avaient commencé. On peut dire que les pères fondateurs étaient beaucoup plus en avance que la jeunesse actuelle. Mais présentement, on peut dire qu'il y a une résurgence de l'effet du panafricanisme, de l'unité, de la responsabilité juvénile pour l'intégration de l'Afrique, pour un panafricanisme qui a une doctrine. Le chemin est long. Il est long parce qu'il faudrait que les États arrivent à mettre de côté leur dogme de souveraineté nationale au profit de l'intégration panafricaine. Je vous remercie.